Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En tout cas, aucun contraste ne peut être plus frappant que celui qu'offrent Édouard Ier et son fils, donc désormais le successeur, Édouard II. Je vous ai dit violent, mais de caractère faible, velléitaire et en même temps obstiné, avec un penchant marqué pour la sournoiserie, la sauvagerie facile, un manque total de ce panache chevaleresque qui est, en tout cas au Moyen-Âge, la marque distinctive des grands souverains. Édouard II n'a pas été aimé par son père, on peut le dire, qui lui faisait pas confiance, en quoi le vieux roi avait fait preuve plutôt de clairvoyance, comme je vous l'ai expliqué. À peine Édouard Ier mort, son successeur, sans tenir compte du tout des désirs de son père, rentre en Angleterre, il ramène avec lui le corps du défunt qui repose donc à Westminster et non pas en Écosse comme il l'avait souhaité. Quant à son cœur, c'est la même chose. Et ça commençait bien. À partir de ce moment-là, le parti anglais ne cesse de perdre sa force et son importance dans le royaume du Nord. Édouard II est en plus de plus en plus en mauvais termes avec la noblesse anglaise et avec le Parlement pour les raisons dont j'ai parlé avant. Et pire même, il va doter son compagnon de titres et de terres, donc de prérogatives, qui auraient dû revenir à d'autres, parce qu'entre-temps, il l'a fait revenir d'exil, vous avez bien compris. En plus, le nouveau roi changeait sans cesse ses représentants en Écosse. En un an, il a nommé 6 gouverneurs successifs, tandis que Robert Bruce, manifestant enfin toutes ses qualités d'organisateur et de stratège acquises lors des guerres précédentes, regroupait peu à peu autour de lui tout le peuple écossais. Ce serait évidemment inutile, je ne vais pas revenir dans le détail sur toutes les opérations militaires de 1307 à 1314, parce que là, l'émission n'en finirait plus, puis ce serait assez pénible, guerre, bataille après bataille. Alors, pas surtout des batailles face à face, c'est surtout de la guérilla que va utiliser Robert Bruce. Tout ça va peu à peu faire pencher la balance en faveur du parti indépendantiste. De part et d'autre, malgré tout, des atrocités marquent les avancées et les reculs des uns et des autres. Des incendies, des villages ravagés, des troupeaux décimés, des arbres coupés, des récoltes détruites. Bruce va beaucoup utiliser la terre brûlée contre les Anglais, donc imaginez les récoltes, imaginez un petit peu les paysans commencent un petit peu à en avoir marre. Ce sont des années pourtant d'aventures, d'embuscades, de poursuites dans les forts, les marais, les montagnes, d'actions, d'éclats, de combats singuliers, même de prouesses individuelles, d'actes de dévouement et de trahison aussi. On a toute la geste chevaleresque dans cette histoire de Robert Bruce. Tout ça alimente donc les chroniques comme un beau livre d'images. On y voit le roi Bruce, tantôt presque capturé, tantôt accueilli par une vieille paysanne dans sa chaumière, perçant 3 oiseaux d'une seule flèche, épargnant chevaleresquement la vie d'une troupe d'Anglais surprise dans son sommeil. Tous les éléments, si vous voulez, d'une légende héroïque à mi-chemin entre Robin des Bois et Lancelot du Lac, que John Barber va bientôt mettre en vers sous forme d'une épopée, The Bruce, vite populaire et évidemment destiné à le rester. Tout ça est encore une fois de la propagande. Surtout, ce qui a beaucoup fait pour son image, c'est que sa tragédie, la tragédie familiale, si vous voulez, la perte de ses frères, le sort épouvantable de sa famille, a fait de ce roi un homme en fait, un homme qui souffre autant que son peuple et qui comprend donc ce qu'il vit. Il est un roi au milieu d'eux. Et le respect du peuple pour cet homme et pour ce roi est du coup immense. Et son prestige dépasse désormais les frontières de son pays. En 1309, Philippe le Bel le qualifie de roi d'Écosse, alors que Balliol vit encore et qu'il est en France. Il négocie même pour lui une trêve avec Édouard II. La rupture de la trêve l'année suivante, parce que c'est fait aussi de ça, des trêves, des ruptures, etc., ne profite pas aux Anglais qui voient envahir et rasier à nouveau le Cumberland et le Northumberland. Les bourgs et les châteaux d'Écosse tombent un à un au pouvoir de Robert. En 1313, c'est le château d'Édimbourg qui succombe et le commandant anglais quitte la place avec les honneurs de la guerre. Les évêques, comme ils l'avaient fait depuis le début, soutiennent activement Robert. Mieux même, ils vont manipuler l'histoire affirmant contre toute vérité que son grand-père, en 1292, avait en fait été l'héritier légitime du trône et que Balliol avait été nommé roi par fraude en violation du droit. Toujours cette guerre de l'information, toujours cette guerre de propagande, comme quoi c'est pas nouveau ce qu'on vit aujourd'hui. Il s'agit de laver la nouvelle dynastie, si vous voulez, de sa tâche originelle d'usurpation. Et oui,
Ainsi va le monde. La chute d'Édimbourg, évidemment, pour les Anglais, c'est un coup cette fois très dur. Au début de 1314, ils ne tiennent plus en Écosse, en dehors de quelques châteaux d'importance secondaire, que deux forteresses stratégiquement décisives, Berwick, qui est la porte d'entrée du pays, et Stirling, la clé des communications entre le nord et le sud. Or, dès l'été 1313, le château de Stirling est assiégé par Édouard Bruce, donc l'unique frère survivant du roi. Le château de Stirling, souvenez-vous, c'est un ouvrage presque imprenable sur son roc abrupt. On l'a vu avec le siège d'Édouard Ier, qui l'avait attaqué au feu grégeois, vous vous souvenez. La garnison anglaise est nombreuse à l'intérieur, mais en face, il y a quand même une armée qui l'assiège, et c'est commandé par Philip Mowbray. Faute quand même d'un nombre suffisant de soldats et de machines de guerre, Édouard Bruce renonce à poursuivre l'opération. C'est incroyable. Et il entre en pourparlers avec Mowbray, et il va conclure avec lui une de ces trêves qui, moi, ça me fait rêver. C'est aussi pour ça que j'adore le Moyen-Âge, qui fait partie des mœurs chevaleresques de cette époque-là. Et c'est pas des légendes, c'est la vérité. Ça nous paraît incroyable aujourd'hui, mais il est convenu entre eux que les Écossais se retireraient, mais que si le château n'était pas secouru avant la fin de juin 1314 par une armée anglaise, son commandant le livrerait. Un an. C'est un délai inouï. Le roi Robert est quand même très en colère contre son frère. Il va même s'exprimer sévèrement. Mais jamais je n'ai entendu parler d'une telle facilité donnée aux Anglais pour réunir leurs forces et pour nous attaquer. Mais encore une fois, l'esprit chevaleresque. La parole est donnée, il n'est plus question d'y revenir. La seule chose à faire, c'est de se préparer au combat. Pour Édouard II, l'affaire tombe au bon moment. Après des années de conflit avec ses barons et son parlement, pratiquement depuis le premier jour, depuis son avènement, il vient de se réconcilier avec eux et la vie politique anglaise est en train de retrouver son calme. Rappelons aussi qu'il est marié à Isabelle de France, la fille de Philippe le Bel, qui doit aussi être un peu aiguillée quand même, elle tient de son père. La perspective de la chute de Stirling, c'est-à-dire, évidemment personne n'en doute, de l'Écosse tout entière, a de quoi quand même fouetter un peu l'orgueil anglais et mobiliser à nouveau toutes les énergies. Je dis à nouveau parce qu'il ne faut pas oublier que les Anglais sont en guerre quasi continue depuis Édouard Ier, c'est-à-dire soit sur le continent, soit au Pays de Galles, soit en Écosse. Les hommes commencent à se fatiguer, parfois même les fils ont remplacé les pères, ils sont aussi moins aguerris, sans jeu de mots, ce qui va peser lourd au moment des batailles. Il fallait donc que la place forte soit secourue dans les délais voulus. Alors un immense effort, mais quand je dis immense, c'est véritablement immense effort militaire va être accompli dès l'automne 1313 avec des regroupements de troupes en Irlande, au Pays de Galles, en Guyenne, c'est-à-dire en France, et des armements gigantesques, incluant même une flotte pour harceler les côtes écossaises et débarquer avec des troupes. En mai 1314, Édouard II s'installe à Berwick avec toute sa cour. L'armée est convoquée pour le 10 juin. Chaque contingent est commandé par son seigneur, selon évidemment la coutume féodale. Les chroniques de l'époque ont décrit le superbe spectacle des chevaux caparaçonnés de métal et de soie, des étendards multicolores, des cavaliers engoncés dans leurs cottes de mailles et leurs surcots armoriés, des fantassins armés de piques, d'épées, de haches, de coutelas, des archers évidemment aux surcots de cuir matelassé, la plus grande armée qu'on ait vue véritablement de mémoire d'homme. Les historiens modernes ont recoupé les témoignages contemporains et ils évaluent à 20 000 ou 25 000 hommes de pied, 3 000 archers, 2 500 chevaux, une très impressionnante machine de guerre. Les chroniqueurs de l'époque parlent de 50 000 hommes, mais le chiffre paraît exagéré compte tenu des ressources quand même humaines et des techniques de l'époque. Déjà 25 000, c'est monstrueux. Face à cette force impressionnante, Robert Bruce a lui aussi battu le rappel de tout ce que l'Écosse peut lui fournir. Même les bourgs ont apporté leur contribution en hommes et en armes. L'affrontement promet d'être titanesque. Le grand problème, c'est celui aussi de la discipline. Les montagnards des Highlands sont des géants intrépides, des combattants valeureux certes, mais ils n'ont aucune habitude de l'ordre et de l'obéissance au combat. Le roi Robert, son frère Édouard, ses lieutenants, James Douglas, Thomas Randolph, Walter Stewart, passent alors le printemps à préparer également leur armée qui, à l'arrivée des Anglais, doit compter entre 5 000 et 6 000 hommes en tout, dont 500 ou 600 cavaliers. On est à 1 contre 5.
Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.